Merci beaucoup, Ale, pour cette présentation. Du coup, est venu maintenant le temps des questions-réponses. Donc, j'ai déjà un certain nombre de questions qui sont arrivées. Je vous invite, donc, comme on le précisait en début de webconférence, à bien poser toutes vos questions, puisque même si nous n'avons pas le temps d'y répondre aujourd'hui, nous vous ferons une réponse écrite pour celles qui restent. Du coup, j'invite tous les intervenants à revenir à l'écran. Hop, voilà. Alors, sur la première partie, on a eu notamment une question sur donc l'empreinte globale d'un habitant, le schéma qui a été montré. Est-ce que cette empreinte a évolué depuis 2010? Alors, est-ce que c'est Charles-Adrien, la meilleure personne pour répondre à cette question? Moi, je vais peut-être y répondre du coup, parce qu'effectivement, c'est une source carbone 4 qui a le mérite d'exister et puis d'être visuellement assez intéressante. Après, bien évidemment, il y a des chiffres plus récents, mais voilà, c'était plutôt une illustration plutôt que quelque chose à prendre comme argent comptant. Ceci dit, effectivement, oui, elle a évolué certainement. Malheureusement, je pense qu'elle n'a pas évolué dans le bon sens. L'empreinte carbone d'un Français, donc calculée par Carbone 4, c'était à l'époque de 10,4 tonnes, et j'ai cru comprendre qu'elle avait plutôt augmenté ces dernières années. Si je peux faire un petit complément. Oui. L'ADEME publie chaque année les chiffres clés du climat, dans lesquels vous retrouvez l'évolution de l'empreinte carbone qui est notée, en plus des émissions du territoire. Et donc, en fait, effectivement, les émissions sont parties à la hausse jusque vers les années 2014 et elles diminuent un peu. Si bien qu'au dernier chiffre, en 2017, on était à 10,5 tonnes, ce qui reste un peu plus que 2010, où on était à 10,4 tonnes. Ok, merci Charles-Adrien. Merci. Alors, une question pour Véronique et Sébastien. Comment sont comptabilisées les émissions directes des secteurs tertiaires, industrie, etc. Elles sont comptabilisées, en fait, c'est les bases de données INSEE, base carbone, et les différentes ressources qui sont déjà prises en compte dans le rose. Il n'y a pas eu pour cet exercice-là, en tout cas, il n'y a pas eu d'évaluation par un bureau d'études des données, ou de collecte de données, c'est les données nationales INSEE, base carbone principalement. Et puis régionalement, Rose, tu peux préciser? Alors le Rose, oui, pardon, c'est l'observatoire francilien énergie-climat, donc qui a été créé il y a quelques années et qui a vocation à rassembler toutes les données énergie-climat sur lesquelles on va retrouver les consommations par commune, par territoire, par type d'énergie, les potentiels ENR, les réseaux de chaleur, etc. Et qui est abondé, merci Véronique, qui est abondé par les distributeurs d'énergie, et puis Air Paris aussi, l'Atmo francilien. Et donc du coup, question complémentaire, comment avez-vous eu accès aux données du Scope 3 qui sont, elles, détenues par les acteurs, notamment privés du territoire? Oui. Alors là, on l'a eu grâce justement à l'outil GESI dans le cadre d'un appel à projet de l'ADEME. L'ADEME demandait aux territoires s'ils étaient intéressés pour être territoire d'expérimentation sur justement cet outil pour l'utiliser, l'évaluer aussi et puis participer à son évolution. Donc Saint-Quentin et l'ALEC, on a dit oui. Je crois que Allé aussi était dans ce groupe de travail. Oui, tout à fait. Donc il y a cet outil. Du coup, on a eu cet outil un peu en avant-première. On a pu l'utiliser dans le cadre du plan climat. Très bien, merci. Alors, donc la question suivante est pour Allé. Donc, au niveau du bilan carbone du Grand Paris, quel est le périmètre limite qui a été pris en compte? Alors, on a fait donc un bilan carbone selon la méthodologie bilan carbone de l'ADEME.
Du coup, on a un périmètre qui est qu'on a essayé d'avoir le plus exhaustif possible. Par exemple, on a pris en compte le secteur de l'aérien, ce que ne font pas ce que ne font pas tous les gens qui réalisent un bilan carbone. Et par exemple, dans les aspects alimentation, on a intégré également le poids des visiteurs. Donc pas seulement l'alimentation des résidents du territoire métropolitain, mais également celui des visiteurs. Par exemple, la ville de Paris avait fait un bilan carbone sur lequel, du coup, les visiteurs n'étaient pas intégrés en fait dans le poids des émissions indirectes. Donc, on a vraiment essayé d'avoir l'approche la plus exhaustive possible, aussi parce que c'est la première fois qu'on réalise un exercice de ce type-là, dans la mesure où c'est notre premier plan climat, et puis la métropole n'existe que depuis 3 ans maintenant. Donc ça nous permettait aussi de pouvoir documenter le plus largement possible les informations relatives au fonctionnement du territoire. Et du coup, après, l'essentiel du boulot a été vraiment de pouvoir récolter ces informations auprès des acteurs concernés, et notamment, par exemple, pour l'aérien, auprès d'Aéroports de Paris et d'autres acteurs. Merci Alé. Autre question, donc je pense pour Jean-Luc, Magali et Charles-Adrien. Sait-on combien de territoires ont fait l'exercice, et si oui, quel pourcentage du territoire national cela représente-t-il? Et on parle des plans climat-territoire à l'échelle d'agglomération, puisqu'a priori les régions l'ont toutes faites, à confirmer. Je peux peut-être répondre. Donc les engagements de plan climat étaient obligatoires pour la fin d'année 2018, donc pour les territoires au-delà de 50 000 habitants. On est aujourd'hui descendu à un périmètre de 20 000 habitants dans l'obligation de plan climat. Beaucoup de collectivités ont pris du retard qui est en partie lié aux fusions des différents territoires, notamment de la loi NOTRe. Donc globalement, on a beaucoup de territoires qui sont engagés, mais qui ont pris quand même du retard par rapport aux objectifs de décembre 2018. Et on a une nouvelle vague de territoires plus ruraux, 20 000 habitants, qui commencent à engager la démarche, mais on a un temps de retard sur l'ensemble des démarches de plan climat. Par contre, en termes de quantité, je ne saurais pas précisément vous dire combien de territoires sont engagés. Il faudrait, je ne sais pas si mes collègues ont cette information, je les laisse répondre. Mais on avait fait une estimation un peu à la louche, parce que c'est difficile de voir, mais parce que les bureaux d'études accompagnent une partie très significative des plans climat en cours, et une partie de ces bureaux d'études sont à la PCC, une partie importante. Et du coup, on considérait qu'un peu plus des 2/3 étaient engagés dans la démarche actuellement. Voilà, en pourcentage, on peut dire peut-être 70% qui sont engagés dans la démarche de plan climat aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas abouti encore, mais qu'elles sont pour certaines vraiment au démarrage de la démarche. Voilà, ça reste plutôt une bonne dynamique. On sent qu'il y a une volonté des territoires et des préfectures de l'État qui met un peu la pression pour que ça se lance. C'est une dynamique beaucoup plus favorable que ce qu'on avait sur l'ancien volet des PCET, Plan Climat Énergie Territoriaux, et des bilans patrimoine et compétences des grandes agglos, où là on plafonnait à un peu moins de 50% de réalisation. Là, on est parti pour s'approcher de l'ensemble de la couverture du territoire d'ici 1 an ou 2. Merci Magali, merci Charles-Adrien. Alors, une autre question. La limite de l'approche BGES est qu'elle n'entre pas en ligne de compte dans les documents de planification territoriale. Le SRADET, les SCOT ou les PLUI ne font pas l'objet d'une évaluation en GES de leur vision projet d'aménagement du territoire, sauf erreur. On est donc dans une vision un peu schizophrénique, avec d'un côté une injonction à réduire nos émissions, SRCAE, PCAET, BGES, et de l'autre des documents qui ont une portée juridique plus forte,
qui porte une vision de développement territorial encore très marquée par une vision carbonée du développement. À quand une évaluation BGES des SRADET, SCOT et PLUI? Donc, je pense que la question s'adresse à Jean-Luc Magali et Charles Adrien. Ben, peut-être de manière très macroscopique, ce qui est important de voir, c'est que finalement, le bilan GES d'un territoire va permettre d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre de tout le territoire, comme on l'a vu, et donc, quelque part, d'évaluer toutes les politiques publiques qui sont mises en œuvre, que ce soit au niveau déplacement, au niveau urbanisme, etc. Donc, le PCAET, c'est un exercice que les collectivités devront refaire tous les 6 ans, avec une évaluation à mi-parcours au bout de 3 ans. Donc, le bilan gaz à effet de serre d'un territoire, c'est quelque chose qui évolue lentement. Ça serait inutile de le faire tous les ans, parce que c'est des choses qui évoluent, enfin des tâches de fond qui font évoluer le bilan de manière relativement lente. Tous les 3 ans ou tous les 6 ans, ça va permettre d'évaluer finalement toutes les autres politiques. Alors, il existe quand même des outils pour mesurer, pour quantifier l'impact, par exemple, des mesures dans un SCOT. Donc ça existe. Ce sont des études, des outils plus thématiques qui vont permettre de quantifier l'impact de telle ou telle mesure d'un SCOT ou d'un PLU ou d'un PLUI. Ça s'appelle GES SCOT. Ça existe, mais effectivement, voilà, c'est des choses qui vont rentrer finalement, on peut l'espérer, de manière beaucoup plus importante dans toute l'évaluation des politiques publiques, cet impact gaz à effet de serre. En tout cas, on peut l'espérer, et on peut espérer aussi que le législateur donnera de plus en plus d'importance à cette évaluation gaz à effet de serre. Je laisse la parole à Sébastien qui a un complément. Un petit complément, c'est concrètement, même si c'est un peu détaché, effectivement, c'est un des objectifs d'Eskimo aussi. Il y a un volet observatoire des données locales. L'idée, c'est d'agréger ces données au fur et à mesure où elles arrivent. Alors, d'anticiper un petit peu les bilans obligatoires tous les 3 ou 6 ans ou 4 ans en fonction des différentes démarches. C'est quand on a une donnée locale énergie-climat, on l'intègre à Eskimo. Ça facilite au bout de 6 ans déjà le renouvellement, enfin les nouveaux diagnostics, les mises à jour. Et puis ça permet aussi au moment où il y a des documents cadres qui sont élaborés, ou même plus concrètement des AC, de pouvoir fournir, grâce aux outils de bilan gaz à effet de serre, de fournir un bilan gaz à effet de serre raccroché à un PLUI, à un SCOT, à ce qu'on veut en fait, ou même une ZAC, de fournir ça avec des données mises à jour déjà locales. D'accord. Donc d'anticiper un petit peu cette absence d'obligation. Si je peux apporter aussi un petit complément sous forme de retour d'expérience, je pense que le fait de dire qu'on est sur des approches schizophréniques, je pense que ça dépend de la manière dont on utilise le plan climat. Et je pense que le fait d'avoir travaillé dans le cadre de nos PCAET sur l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre, y compris sur le scope 3, nous permet aussi derrière de pouvoir aller travailler avec les directions opérationnelles ou directions aménagement qui s'occupent des documents de planning, pour aussi les sensibiliser à ces problématiques-là, leur faire voir les synergies, les interdépendances et finalement l'impact des décisions qui peuvent être prises dans les choix d'aménagement. Typiquement, nous, on est en train de travailler là sur l'élaboration du SCOT de la métropole et donc on fait un gros boulot de sensibilisation de nos collègues de l'aménagement sur la question de la prévention des inondations, de la désimperméabilisation, de l'impact du choix des matériaux sur l'effet d'îlots de chaleur urbain, sur la végétalisation et la réintroduction d'espaces de pleine terre. Et je pense que c'est un vrai levier de discussion et finalement pour challenger les politiques publiques en matière d'aménagement ou les projets urbains. Et à l'échelle d'un PLUI, c'est aussi une bonne occasion de le faire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'EPT de la métropole qui profitent de l'élaboration du PCAET conjointement avec celle du PLUI pour en faire des documents les plus exemplaires possibles aussi de ce point de vue-là.
Si je peux rajouter quelque chose, à Saint-Quentin, on est organisé pour pouvoir répondre le plus facilement possible à ça, c'est-à-dire que le service développement durable fait partie de la même direction que le service urbanisme et prospective qui s'occupe de la mise en place des PLU et des PLUI sur le territoire de Saint-Quentin. Donc moi, je travaille sur le même plateau que mes collègues urbanistes et donc on est en lien continu. Une autre info par rapport à la possibilité d'intégrer l'ensemble des services et des directions d'une agglomération dans le cadre de la mise en place d'un plan climat. Nous, on est dans le cadre d'une labellisation Citergie. Et Citergie, c'est vraiment quelque chose qui permet de travailler encore plus étroitement avec les services et de les impliquer encore plus étroitement dans les objectifs qui sont ceux du plan climat de l'agglomération. Merci beaucoup à tous pour vos réponses. Une question encore donc pour Saint-Quentin, en Yvelines et le Grand Paris, donc autant pour Véronique que pour Ale. Alors, le volet alimentation est important dans le cadre du PCAET. Qu'en est-il de la réduction du gaspillage alimentaire, poste important des émissions de GES? Véronique, je vous propose de commencer. Oui, alors la réduction du gaspillage alimentaire, par exemple, là, nous, c'est l'ALEC qui a mis en place le défi zéro déchet. Donc, il y a quelques semaines, quelques jours, il y a une conférence qui a été mise en place. Il y avait 300 participants, si mes souvenirs sont 350, pardon, participants. Voilà, c'est principalement des actions de sensibilisation et des défis qui sont mis en place sur le territoire pour lutter contre le gaspillage, en plus de l'ensemble des actions de sensibilisation qui sont mises en place dans les écoles et dans les restaurants, entreprises, interentreprises, par le privé. Alors, du côté de la métropole du Grand Paris, en fait, on a, dans le plan climat, on a prévu une fiche action sur l'accompagnement des collectivités dans la collecte et la valorisation des biodéchets et du coup, par voie de conséquence aussi, dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la métropole du Grand Paris n'a pas de compétences en matière de déchets. C'est vraiment une compétence qui relève des établissements publics territoriaux qui la composent. Et du coup, c'est pour ça qu'on est plus dans une logique d'accompagnement au titre de l'économie circulaire qui nous permet du coup de faire ce travail-là. Donc concrètement, ça passe par une étude qu'on fait en partenariat avec les EPT sur le métabolisme urbain à l'échelle de la métropole. Donc il y a déjà des territoires comme Plaine Commune qui ont enclenché ce type de démarche-là. Et d'autre part, ça va être aussi sur tout un groupe de travail, donc la direction du développement économique, sur l'accompagnement des communes et des territoires de la métropole donc dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, en particulier dans les espaces de restauration collective comme les cantines scolaires, etc. Merci Ale et Véronique pour vos retours. J'enchaîne sur une autre question pareille qui s'adresse à vous deux. Quels sont les retours d'expérience et les bonnes pratiques pour intégrer la problématique air dans un PCAET? Merci. Alors, nous, la thématique de l'air, elle est principalement dans le cadre des déplacements et de la mobilité. On travaille et sur la mise en place de plans marche, de plans santé marche avec l'Institut de promotion de la santé qui est le service de santé publique de l'agglomération. Donc avec la mise en place de diagnostics en marchant sur un certain nombre de quartiers et puis la déclinaison en cartes pour faciliter et amener les habitants et les usagers de ces quartiers à faire leurs déplacements à pied. Après, dans le cadre du plan climat, on a d'autres actions pour le futur, donc d'ici quelques années, avec par exemple la mise en place de jalonnement avec le temps piéton, par exemple en arrivant sur une gare du territoire, combien de temps je mets pour aller à l'université ou combien de temps je mets pour aller à la mairie de telle commune. Et puis, on a également l'ouverture d'une vélostation qui a eu lieu il y a 1 an, avec la mise à disposition en location d'un certain nombre de vélos qui soient à assistance électrique ou des vélos classiques.
Voilà, nous, c'est principalement dans le cadre des déplacements et mobilités que l'on a mis en place des actions pour prendre en compte la partie air. Il y a également des actions qui sont mises en place par les entreprises du territoire avec le travail sur un autopartage interentreprise d'un pool auto et puis la mise en place d'un plan de déplacement d'administration en interne à Saint-Quentin en Yvelines avec le déploiement le plus possible voilà, d'un pool auto et puis de vélos mis à disposition des agents pour se déplacer dans le cadre de leurs activités professionnelles. Voilà, rapidement, en tout cas nous sur Saint-Quentin, la partie air est prise en compte dans ce cadre-là. Mais n'hésitez pas à aller sur Eskimo, vous verrez toutes les actions qu'on a mis en place par rapport à l'air. Alors, du côté de la métropole du Grand Paris, donc le sujet qualité de l'air est éminemment central pour nous dans le plan climat. Pas parce que c'est juste un volet qui a été rajouté par la loi de transition énergétique, mais vraiment parce que aussi la métropole est compétente en matière de lutte contre la pollution de l'air et que c'est un sujet qui mobilise fortement nos élus. Donc du coup, on a 10 fiches actions en fait sur le volet qualité de l'air dans le plan climat, qui traitent à la fois des questions de mobilité durable, de résidentiel, d'habitat, mais également sur les activités économiques et en particulier sur la construction et le BTP, donc avec tout ce qui concerne la mise en place de chantiers à basse émission, donc avec les enjeux d'approvisionnement sur les matériaux, notamment par voie alternative par rapport au trafic routier. Et puis également tous les enjeux de logistique sur le transport de marchandises, qui fait l'objet d'ailleurs d'une démarche spécifique d'impact sur la logistique métropolitaine qu'on a signée avec une cinquantaine de collectivités et d'organisations en septembre 2018. Et donc sur la qualité de l'air, je vais juste prendre 2 exemples très concrets pour illustrer mon propos. Le premier, donc c'est, vous avez probablement dû voir des articles dans la presse, mais le projet de la métropole de mettre en place une zone à faible émission sur le périmètre de l'Intra 86 à l'horizon du mois de juillet 2019, qui va permettre de restreindre progressivement la circulation aux véhicules les plus polluants sur cette partie-là du territoire de la métropole, de façon à ce qu'en 2030, on puisse disposer d'un parc circulant dans la métropole qui soit 100% propre, donc non thermique, donc fonctionnant essentiellement à partir d'électricité, de biogaz ou d'hydrogène. Donc ça s'inscrit aussi dans le respect des normes donc de la directive européenne et des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc on a un site dédié qui s'appelle Zone à faible émission métropolitaine.fr, donc sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations sur ce projet-là. Donc il fait l'objet actuellement d'une consultation importante à la fois des acteurs institutionnels et du grand public. Et le deuxième exemple, c'est sur le chauffage résidentiel. Donc on sait que le chauffage résidentiel au bois est un des premiers postes d'émissions de polluants atmosphériques. Et du coup, la métropole du Grand Paris travaille depuis 2015 maintenant avec l'ADEME, avec la région, avec d'autres partenaires pour mettre en place un fonds air-bois qui va être un dispositif de subvention qui va permettre aux particuliers de pouvoir changer d'équipement de chauffage vers un équipement moins polluant, donc moins émetteur de polluants atmosphériques. Merci Ale. Donc une toute dernière question, donc justement pour vous. Donc quelle action le Grand Paris peut-il mettre en place pour réduire les émissions GES du transport aérien? Et ben, là aussi, c'est donc une des actions qui fait partie de notre contingent qualité de l'air dans le plan d'action du plan climat. Ce qu'on a envisagé, c'était plutôt d'être sur des actions de plaidoyer vis-à-vis des acteurs de l'aérien, dans la mesure où notre compétence en matière de lutte contre la pollution de l'air nous permet du coup de porter un discours métropolitain sur la réduction de la pollution atmosphérique. Pour autant, on n'a pas de levier coercitif vis-à-vis d'acteurs comme ADP ou des opérateurs de transport aérien. L'enjeu, ça va être vraiment de pouvoir créer un espace de discussion
pour justement traiter la question à la fois des émissions de polluants atmosphériques, du bruit également, qui n'est pas forcément un sujet directement fléché dans le contenu des plans climat air et énergie territoriaux, mais la lutte contre les nuisances sonores est un sujet extrêmement important et générateur du coup d'impact sur la santé des populations. Et donc, ça fait vraiment partie des actions qu'on souhaite conduire. Et du coup, dans cette perspective-là, on a travaillé avec Air Parif et Bruit Parif sur un plan d'action de lutte contre les nuisances environnementales, donc à l'échelle de la métropole, et puis plus particulièrement, donc au niveau des plateformes aéroportuaires. Donc nous, on a l'aéroport de Roissy qui est pour partie sur le territoire de la métropole, l'aéroport d'Orly et l'aéroport du Bourget. Et donc on a un certain nombre d'instances qui nous permettent de travailler sur cette question-là, et notamment les commissions consultatives de l'environnement, qui sont des dispositifs de dialogue autour des plateformes aéroportuaires qui sont prévus par la loi et dans lesquelles la métropole siège et porte justement ces enjeux-là au niveau des acteurs de l'aérien.